On a des personnes qui dorment au travail. Il y a écrit explicitement ne pas dormir dans les toilettes. Et des fois, il y en a qui vont, je pense, faire des petites pauses siestes. Ouais. Salut à toi et bienvenue en Japania. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo on se retrouve pour parler d'un sujet en profondeur, on va parler du travail au Japon, en tout cas de la réalité du travail au Japon. Et pour cela en fait j'ai interrogé des Français qui sont implantés au Japon depuis plusieurs années et donc qui ont plusieurs années d'expérience dans des entreprises japonaises. Ils vont partager avec nous une réalité vraiment dont ils sont vraiment bien placés pour en parler et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont assez surprenantes quand on compare avec les entreprises françaises. Je vous conseille de vraiment regarder l'intégralité de cette vidéo puisqu'il y a énormément d'informations qui sont utiles, qui sont données justement sur cette culture d'entreprise qui reflète en fait cette société japonaise. Donc voilà, cette vidéo peut très bien s'écouter en podcast, ça fera aussi l'affaire. Donc je vous laisse découvrir ça et on se retrouve juste après. Alors moi je m'appelle Samuel, ça fait 11 ans que j'habite au Japon. J'ai passé le N1 il y a une dizaine d'années. Du coup, moi c'est Philippe, ça me fait 3 ans au Japon. J'ai eu le niveau N1 il y a là 2 ans et demi. Je m'appelle Loïc, ça fait 7 ans que je suis au Japon. Sinon, mon niveau de japonais, je suis officiellement niveau N3, mais je me débrouille assez bien à l'oral pour communiquer sans trop de problèmes. Alors si je te dis que les Japonais sont de gros bosseurs, Oui. tu me réponds que c'est vrai ou pas? Alors gros bosseur, ça dépend comment on comprend la question. Si on parle en termes de temps de travail, alors là tout à fait. Donc les Japonais travaillent beaucoup, ils sont dans la durée. Et il y a plusieurs raisons à ça. Il y a tout d'abord un aspect culturel, il y a des codes sociaux, notamment un Japonais, traditionnellement, ne pourra pas rentrer avant son supérieur hiérarchique. Il y a une relation, on appelle ça Joge Kankei, donc le subordonné doit le respect à son supérieur hiérarchique. D'accord. Et quand le supérieur hiérarchique est sur une tâche en train de travailler, le fait que le subordonné rentre avant est très mal vu, puisque le subordonné doit suivre les directives du supérieur. Donc c'est ce genre de code-là. J'ai entendu, bon, ça c'est plus une anecdote, des gens qui préfèrent rester au bureau plutôt que retrouver leur famille. Parce que ils trouvent l'ambiance au bureau plus agréable qu'à la famille, parce que après c'est lié aussi à plusieurs aspects de la culture japonaise, notamment la course au mariage avant 30 ans. Ce qui fait que ça force un petit peu certains mariages et ça se passe pas souvent bien. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc l'ambiance au bureau qui est plus appréciée. Il y a aussi une raison de solidarité entre collègues. Mais même si on ne participe pas directement en fait, au travail, je dirais que le fait d'être là et de même balancer des blagues, le fait de rester sur place sur le banc. Et ça tu l'as vécu directement genre, Oui, bah, très souvent, quasiment tous les jours, on fait des heures supplémentaires. Mais par rapport en France, ils font beaucoup plus d'heures, ça c'est sûr et certain. Ouais. beaucoup plus d'heures avec la même productivité, la même Alors la efficacité? productivité, non, ouais, c'est vrai qu'on dit aussi souvent ça, c'est vrai qu'ils sont moins productifs je pense. C'est-à-dire que quand on leur dit de faire une tâche, ils vont pas trop réfléchir s'il y a d'autres moyens de faire mieux ou pas. Ils vont faire comme on leur dit de faire, quoi. D'accord. Et ils vont, si besoin, travailler jusque pas d'heure pour terminer dans les temps. Ouais, parfois je pense qu'il y a certaines parties où c'est un mythe. En fait, des fois, ils restent longtemps, ils font des heures comme pas possible, mais des fois c'est vraiment pour faire des tâches un peu... où en fait ils cherchent pas à faire rendre leur travail plus efficace. Je pense qu'une raison principale donc, du temps passé au travail, c'est la soumission totale au client. C'est-à-dire qu'on dit en France, le client est roi, au Japon, le client il est Dieu. Donc il y a vraiment un rapport de domination totale du client et en tant que prestataire, on doit absolument répondre à toutes les requêtes du client, même les plus farfelues et des délais complètement impossibles à tenir. Tu as des exemples Un exemple, par exemple, on travaille pour une agence de publicité très connue au Japon, que je n'ai pas citée, qui demande par exemple de faire un rapport pour par exemple des retombées presse, un clipping par exemple la veille au soir pour le lendemain matin première heure. Ça fait qu'on a des employés qui travaillent toute la nuit pour tenir les délais. Et alors qu'en France, je pense que, on dirait, vous êtes bien gentil, mais Tu vas créer la porte. voilà. Bah, tu rentres, si t'as pas de travail, tu rentres, mais quand tu as des projets qui sont à la bourre, ils savent pas décaler les heures, comment dire, la date de livraison par exemple d'un projet. Ils ont du mal à dire non au client, c'est plus possible, donc ils compensent en faisant beaucoup d'heures sup. Donc ça c'est assez difficile. Le client est roi. Le client est roi, c'est ça. AXA Japon a racheté une boîte d'assurance japonaise. Et du coup, ça fait que 90% du staff, en fait, c'est quand même des Japonais. Mais les horaires de travail restent français. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a juste une semaine de 35 heures et on a droit jusqu'à 2 jours de télétravail à la maison. Je pense que ça dépend vraiment du type d'entreprise. Ma première expérience dans le public, qui correspondrait peut-être plus à une entreprise traditionnelle japonaise, ancienne, etc. Je pense que dans ces grosses entreprises-là,
il y a une sonnette d'alarme qui indique la pause déjeuner entre midi et 13h. Et il faut absolument respecter ces heures-là. Ils sont très à cheval sur les heures, je pense. Pas de pause trop longue, etc. Au Japon, quand je travaillais, c'était très rythmé le travail. Tu arrives à 9h, c'est pas 9h, c'est 9h. Tu prends ta pause le midi, tu as une petite sonnette, un petit peu comme dans les cours de récréation. Une petite sonnette, c'est assez rigolo la première fois que tu l'entends. Donc à midi, voilà, début de la pause, ils commencent à manger et en général, ils profitent de la pause de manger pour faire la sieste. J'ai la chance de travailler dans une entreprise franco-japonaise, donc un peu plus ouvert à l'international. Et c'est un peu plus flexible sur les heures. Je pense que tu as beaucoup d'entreprises qui essaient de changer quand même. Là, dans ma nouvelle entreprise, c'est pas comme ça, c'est flex time. Donc ça, c'est un peu différent. Tu peux arranger un peu tes horaires. J'imagine aussi dans une entreprise japonaise, c'est qu'il y a des gens qui font la sieste sur leur PC. Et pas que ça, leur plaisir. Personnellement, je ne fais pas de sieste au travail, j'arrive pas à dormir comme ça partout. Par contre, on a des personnes qui dorment au travail. Dans les toilettes, chez AXA, il y a un panneau où il y a trois choses qui sont interdites. Le téléphone, la nourriture et la sieste. Il y a écrit explicitement ne pas dormir dans les toilettes. Et des fois, il y en a qui vont, je pense, faire des petites pauses siestes, ouais, c'est bien probable. Ouais. Des collègues du même âge que moi qui me disent que des fois je me sens trop oppressé par le travail, du coup je prends des pauses. Et j'ose pas trop prendre des pauses au café ou à la cafétéria d'AXA. Ils préfèrent aller silencieusement se reposer dans les toilettes pendant 20-30 minutes. Il y a aussi une grosse différence entre la France et le Japon, je pense, concernant l'école au Japon, notamment au lycée, et ça commence au collège, je crois. Normalement, c'est interdit de dormir en classe, mais si tu n'as pas dormi la veille, tu te mets au dernier rang et tu dors. Dans tes entreprises japonaises, les plans de carrière, c'était basé sur quoi? Est-ce que c'était basé sur les capacités, les résultats d'une personne ou bien sur l'ancienneté? Plus tu as d'années passées dans l'entreprise à ton actif, plus tu vas être haut placé dans la hiérarchie. Peu importe, quasiment peu importe les résultats, si ça fait 10 ans que tu es dans l'entreprise et que tu passes tous tes lundis à faire des siestes et que tu as 0 résultat, tu vas être automatiquement au-dessus d'un gars diplômé de l'université de Tokyo. Il s'avère qu'au Japon, on est quand même resté sur la seniorité. C'est vraiment l'ancienneté qui prime. Pour monter plus vite, il faut changer de boîte. Du coup, le management. Au Japon, ouais, c'est tout qui est un peu réglé. C'est-à-dire, on a par exemple tous les matins morning meeting. Tous les mois, on a un meeting. C'est surtout calé sur des meetings en fait. Et après, sur des comptes rendus écrits, des choses comme ça. De tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant au Japon, il n'y a pas vraiment. Les managers ne sont pas vraiment formés comme en France. Il n'y a pas de formation de manager. Donc les gens par le système de Nenko Jolitsu deviennent managers un peu malgré eux, à force de rester dans l'entreprise. Mais le management des équipes se fait un petit peu au ressenti de la personne. Est-ce que ces meetings sont utiles d'après toi? Alors ça c'est un problème, ouais non. En général, tu pourrais t'en passer de beaucoup quoi. Moi j'avais le meeting, typiquement le meeting qu'on faisait tous les mois. Tu rencontres des gens que tu n'as pas vu, tu bosses pas avec eux et ils te disent leur projet, où est-ce que ça en est. Donc ça sert à rien, c'est une perte de temps et en plus c'est compté dans les heures sup. Donc du coup c'est une perte sèche d'argent pour l'entreprise, une perte de temps pour toi. Donc. Par exemple, un exemple typique, j'étais récemment au travail, je suis resté jusqu'à environ 10h du soir et il y avait un jeune qui vient d'arriver, justement on lui fait faire tout le sale boulot. Et je lui demande, dis donc tu travailles sur quoi pour travailler jusqu'à cette heure-là, qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? Et je vois son écran et il me dit, je suis en train de recopier des articles de journaux dans Excel pour le client. Il dit, mais tu les as les articles, pourquoi tu les scannes pas et tu les envoies pas au client? Il dit, c'est parce qu'on m'a demandé de faire ça. Et je pense que le management au Japon est considéré plus comme, on appelle ça, éduquer les subordonnés. Quand tu deviens manager, tu vas être, on appelle le Kyoiku Tanto, qu'on dit, donc le responsable d'éducation des subordonnés, des jeunes de l'entreprise. Et donc, on les forme un petit peu à être capable de répondre aux exigences des clients. Et je pense que c'est dans cet esprit qu'on demande un petit peu des tâches ingrates qui ne sont pas forcément productives, mais qui à la longue peut-être pourraient former la personne à répondre mieux T'en penses quoi toi? Je pense que c'est complètement contre-productif. Si on a un jeune, le jeune en question, il est brillant, il a plein d'années, il sort d'une bonne université, lui faire des tâches ingrates tous les jours comme ça, c'est du gâchis de potentiel. C'était une mission sauvetage. C'est-à-dire qu'en gros, on l'avait foutu sur un projet de merde. Il devait avoir 6 mois pour faire le truc avec une équipe de 4 personnes. Et au final, il a dû y avoir un quiproquo. Il restait 2 mois et on était 2. On pouvait techniquement pas finir le truc. Mais vraiment, limite, on pouvait pas techniquement.
C'était un projet méga intéressant. C'est la première fois et la seule fois où j'ai fait autant d'horaires sup. Je quittais à 20h, 21h. Et le gars, il restait jusqu'à minuit tous les jours, etc. Et donc, il me demandait d'en faire plus. Et gentiment, le gars était pas méchant parce qu'il savait aussi que je lui retirais une épine du pied et que j'en faisais déjà beaucoup. Et donc, il insistait. Mais moi, je disais, mais gars, mais je peux pas, tu vois, il est 21h. Et c'est vrai que parfois, il m'avait sorti des trucs. C'est pas forcément méchant, c'est pas de la méchanceté, mais il m'avait... Une fois, je sais plus ce que j'avais, mais je suis rentré chez moi, tu sais, pour cuisiner ou un truc, tu vois, parce qu'on aime bien, tu vois, faire la cuisine, ou je sais plus, je voyais une nana, enfin bref. Et le mec m'avait sorti, mais c'est quoi qui est plus important pour toi? C'est le travail ou la cuisine? Et je lui avais répondu, mais gars, mais c'est la cuisine, tu vois, évidemment, quoi. Mais évidemment que c'est pas le boulot, c'est pas méchant, mais tu vois, je reste déjà jusqu'à 19h et tout, tu sais, on arrivait tôt le matin ensemble et tout. La communication, elle se fait comment dans une entreprise japonaise? Alors la communication sur le lieu de travail est vachement représentative, je pense, de la société japonaise. C'est très tacite, c'est du non-dit, c'est même au travail. Faut être En mentaliste. fait, surtout un peu mentaliste, un peu comme toi, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, surtout par exemple, je pense à un manager ou un supérieur face à son subordonné, il ne va pas toujours lui dire bon, ce que tu fais c'est de la merde et l'engueuler. Il ne va pas lui dire directement. Et c'est là où les nomikai, donc les beuveries japonaises entre collègues, interviennent. On appelle ça la nominication. C'est un mélange de nomeux en fait, veut dire boire, et communication. On appelle ça fait nominication. Et c'est le principe de dire ce qu'on pense vraiment en fait, de ses subordonnés autour d'un verre. Il y a toujours le fait de parler japonais, ça va être un gros avantage. Si tu parles japonais, tu vas pouvoir t'intégrer, ils vont te considérer comme un japonais. C'est-à-dire il n'y aura pas de différence et du coup ils vont te partager les informations de la même manière, on va s'entraider de la même manière. Si c'est étranger, ils vont faire l'effort quand même, je pense, parce qu'ils sont intéressés, ils vont pas laisser les gens derrière, quoi, mais il y aura un problème de compréhension, ça va peut-être pas être toujours facile. Moi, au début, je parlais pas forcément super méga bien, mais je me débrouillais quand même à l'oral. Mais je manquais un petit peu comme d'armes. Au fur et à mesure, tu t'habitues avec le temps et je pense que ils sont très ouverts d'esprit quand même, donc ça se passe très bien après. Il y a une arme redoutable au Japon, c'est le sourire. Le sourire, il veut dire tout et n'importe quoi. Et moi, tous les jours, moi je suis dans une entreprise de relations publiques, donc la communication normalement c'est le cœur de notre métier. Le sourire peut très bien dire bon je t'apprécie, comme ça peut être une forme de moquerie, qui rigolait en disant ah c'est marrant, les Français ils ont une culture assez intéressante, mais en fait c'est quand ils travaillent. Il y a une grosse différence entre ce qui est dit et ce qui est écrit. C'est-à-dire que quand ils te parlent, quand ils te disent ce serait bien de faire ça, ou t'as fait une erreur, là par exemple ce serait bien de corriger, ou il faudrait qu'on aille dans cette direction-là, ils te disent tout le temps avec un grand sourire, ça va, c'est cool et tout. Et après, quand ils t'envoient un mail, des fois j'ai reçu des mails genre qui étaient assassins, j'ai pas compris. Quoi. Quels sont les points positifs justement de l'entreprise japonaise et les points négatifs? Les Japonais sont très forts en tout ce qui est organisation. Organisation au niveau événementiel, minuterie, etc. C'est-à-dire qu'ils vont tout prévoir, les aléas possibles. Par exemple, on a un événement, une opération commerciale sur un produit. On va penser à s'il pleut à de telle heure à telle heure, on réserve une autre salle, si machin peut pas venir, 13h53 à 13h55, c'est monsieur le président de telle entreprise qui va faire son speech, etc. Si certains ont déjà participé à des événements organisés par des Japonais, vous verrez que c'est impeccable. Le service est au rendez-vous. Disons qu'il y a une bonne ambiance d'équipe, c'est un peu une deuxième famille en quelque sorte, ils sont très soudés. C'est-à-dire s'il y a un projet qui ne va pas bien, tout le monde bosse ensemble pour finir les tâches le plus rapidement possible. Il y aura une entraide très forte. La japonaise, l'autre point fort, j'en parlais tout à l'heure, c'est la solidarité entre collègues qui permet vraiment d'avoir cette cohésion des équipes. Pour les points faibles, il y a l'organisation, paradoxalement. Mon boss qui m'a dit un jour quelque chose de très juste, c'est qu'au Japon, on ne tolère pas l'erreur sur un projet. L'erreur ne doit pas arriver, on va tout faire pour l'éviter. Alors qu'en France, on admet l'erreur.
puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Aussi, il y a un petit truc comme mesquin, c'est-à-dire qu'en fait, ils instaurent un petit peu des règles, c'est-à-dire que il faut faire 30 minutes de pause avant de commencer les heures sup. Mais bon, les 30 minutes de pause, on fait pas de pause en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est juste histoire de faire passer, bon, on ne paye pas 30 minutes et puis tu commences les heures sup, machin. Donc c'est un peu, donc en gros, soit tu fais pas d'heures sup, soit tu fais plein d'heures sup, quoi. Il y a un autre point aussi, un point fait d'entreprise japonaise, je pense, c'est la relation supérieure-subordonnée, qui commence dès l'école. On parle de système de senpai kohai, ce qui est très valable aussi dans les entreprises japonaises. Donc on doit le kohai doit le respect total au senpai et faire à peu près tout ce qu'il dit en fait. Et c'est vrai que ça peut un petit peu bloquer certaines initiatives qui pourraient être intéressantes pour l'entreprise. Il faut encore cette idée de soumission justement. Petite soumission et ça favorise pas l'épanouissement à l'échelle des nouveaux qui arrivent. Des tâches qui sont plus attribuées aux femmes et d'autres plus aux hommes en fait. Donc différence de traitement entre les femmes et les hommes un petit peu. Et par exemple, quand tu as des clients qui viennent dans la boîte, c'est les femmes qui vont apporter le thé ou le café. Et tu peux penser, ou même au bucho, au supérieur, au manager, des fois la femme va apporter le thé, donc tu fais waouh, c'est encore très ouais. Et les hommes par contre, eux ce qu'ils font, ils sont par exemple étaient chargés de jeter les déchets ou des choses comme ça, donc des tâches un peu plus physiques. Donc on peut penser que c'est sexiste, mais c'est aussi dans la culture, donc c'est pas, pour eux c'est normal, ça peut choquer certaines personnes, mais quand tu t'habitues, tu fais bon, bah voilà, c'est comme ça. Pour toi justement, quelles sont ces choses auxquelles tu ne te fais absolument pas au Japon, même si tu tentes de t'intégrer, ces choses qu'en France on ne pourrait pas avoir? Typiquement, tu as par exemple les horaires, genre si tu arrives 1 minute en retard par exemple, ça n'a pas du tout d'impact sur ton travail, mais ils vont te regarder avec des grands yeux, ils vont pas te le dire. Le fait de ne pas dire aussi ce qu'on pense, ça rejoint un peu ça du coup. Les gens te jugent sans te dire, c'est vrai que des fois c'est un peu difficile de comprendre aussi, et quand tu le comprends c'est un peu difficile de l'accepter. Quelque chose qui me gêne pas mal pour l'épanouissement justement, c'est un petit peu le côté processus prime sur résultat. Si on respecte la procédure, tout ira bien, même si on n'a pas le résultat. Si on a le résultat mais qu'on a un petit peu bâclé la procédure, on va regarder que la procédure, on va dire qu'est-ce que vous avez fait là, c'était écrit de mettre un point au lieu d'une virgule, vous avez fait n'importe quoi. Mais le processus va gêner parce que tu ne peux pas ouvrir ta bouche dans une réunion, parce qu'il faut d'abord en parler à ton supérieur direct qui lui va devoir faire un rapport, un machin, etc. Certains process sont assez frustrants, on va dire. Quand j'étais en stage chez Mitsubishi Electric, en fait, c'est une grosse boîte japonaise assez traditionnelle. Il y avait des consignes de sécurité assez contraignantes qui fait que en fait, c'est assez frustrant alors que tu peux le faire à ta manière assez rapidement. Mais il faut passer par toutes les étapes parce que voilà, la sécurité ici, c'est pas une blague, etc. À la japonaise. Voilà. Pour toi, c'est quoi être un bon employé au Japon? Alors pour moi, de mon expérience que j'ai pu voir, au Japon, un bon employé, c'est tout d'abord respecter le process. C'est vraiment pas faire de vagues, c'est respecter ce que disent de faire les senpai. C'est d'abord suivre le process. Et il faut savoir, je pense qu'une grande différence en France et au Japon, c'est qu'on ne se pose pas les mêmes questions. C'est lié à tout un background, un contexte géographique, politique, économique, historique. Mais en France, quand on est sur un projet, la première question qu'on se pose, c'est quoi l'objectif? Pourquoi est-ce qu'on fait ce process? Un Japonais, il n'a pas besoin de savoir l'objectif final, il a juste besoin de connaître le process, donc le comment. C'est une différence de questions qu'on se pose. En France, en Occident, on va plus être sur le pourquoi, questionner on veut savoir pourquoi avant de commencer à travailler. Le Japonais est déjà prêt à travailler, qu'est-ce qu'il faut faire, comment. On a des processus à respecter pour faire les tâches. Du coup, quand tu es nouveau dans la boîte, c'est assez facile de s'intégrer, d'arriver. Même si tu connais rien, tu peux commencer déjà à avancer dans les tâches et que les gens sont ouverts, tu peux leur poser des questions, etc. Il y a le petit côté omotenashi au travail au Japon aussi. Hospitalité. Hospitalité, ouais. Surtout quand tu es étranger, ils sont très accueillants. Et du coup, le fait de pouvoir parler japonais, ça aide pas mal à un peu rentrer, vraiment s'intégrer dans la team. Parce que j'ai l'impression que certains collègues français ou internationaux, des fois, ça reste de l'intégration du travail. Et du coup, ça reste des conversations un peu superficielles.
on va pas vraiment rentrer dans ta vie privée ou quoi. Ça reste même pendant les nomikai, c'est-à-dire les after work où on va boire ensemble avec les collègues. Par les conversations, ça reste qu'est-ce qui t'intéresse au Japon? Ça va pas plus loin que ça. Si jamais tu parles pas trop japonais. Il y a largement moyen de devenir très proche de ses collègues. Il y a souvent donc ces nomikai, c'est la bonne occasion pour tisser des liens. Et même moi j'entends des fois des gens qui se retrouvent chez un tel pour faire une home party. Une bonne opportunité pour nouer des liens un peu plus forts. Et aussi, c'est important aussi pour nouer des relations pas que amicales, mais genre par exemple t'es hiérarchie, t'en profites pour lui essayer de l'amadouer un petit peu, si j'ose dire. Voilà, exactement. Et enfin, c'est la culture, c'est comme ça. C'est aussi c'est un peu lié au fait à la solidarité, c'est ce qui concerne l'intégration dans les équipes. C'est-à-dire que si par exemple on a des horaires fixes, par exemple 9h-18h, et que 18h pétantes on rentre, c'est pas très bien pour l'image déjà. Les collègues disent ah ouais il a pas beaucoup de travail ou ils s'en foutent un petit peu de nous qui restons à travailler. Et en plus aussi le fait de faire des heures supplémentaires qui dépassent un petit peu, c'est là où ça commence, il y a une ambiance qui se change un petit peu dans le mood, parce qu'on est en dehors des heures fixes, des heures supplémentaires, donc l'ambiance se décontracte un petit peu, c'est l'occasion un petit peu de parler avec les collègues et de plaisanter, etc. Donc il y a une ambiance assez sympathique qui peut se créer, et le fait de rester, ça montre son envie de s'intégrer. Le Japon, si vous aimez, je pense que vous allez vous plaire, mais il ne faut pas se faire de d'illusions, il y a aussi des mauvais côtés de travail. Mais si vous êtes motivé, que vous voulez apprendre le japonais, c'est important. Si vraiment vous aimez ce que vous faites, je pense que vous allez vous plaire, il n'y a pas de problème. Je pense que ça ne convient pas à tout le monde. Il faut être prêt à renfouler un petit peu ses ressentiments. Si quelqu'un a une trop grande gueule, il va se faire taper dessus. Comme je disais tout à l'heure, on va le remettre à sa place. Si un Français veut travailler au Japon, il va vraiment falloir qu'il réfléchisse à s'il est capable de se soumettre à tous les codes du Japon. On dit en France, à Rome fait comme à Rome, au Japon on dit Goni tewa goni shitagae, on respecte les cultures, et au Japon on se fait très très vite démolir à partir du moment où on sort du rang. Donc il faut bien avoir conscience de ça. Si vous avez l'impression d'être trop grande gueule, allez plus vers une entreprise peut-être exporte au Japon, occidentale, américaine, française. L'entreprise japonaise, il faut se fondre dans la masse et faire comme les Japonais. Commencez déjà à vous préparer sur place en France, même si vous vous dites que une fois sur place, je peux apprendre le japonais, etc. Essayez de vous cultiver, essayez de booster vos skills dans votre métier, pendant vos temps libres, etc. Et apprendre le japonais si vous avez du temps. Parce que plus vous êtes avancé et plus vous vous intégrez bien et plus vous enjaillez votre vie ici. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. En tout cas, je trouvais que c'était une pépite d'information. Grâce à ces personnes interrogées, j'en ai moi-même appris pas mal justement sur ce monde du travail au Japon, et en fait c'est vraiment un reflet de la société japonaise, de leur façon de penser, de leurs us et coutumes, etc. Je remercie Loïc, Philippe, Sam et Eric d'avoir participé, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous ont plus surprise que d'autres, est-ce qu'il y a des sujets justement que vous voulez qu'on approfondisse un petit peu plus, qu'on aille interroger les Japonais pour cela, ou bien même si jamais vous êtes intéressé par plus de petites anecdotes comme ça croustillantes dans des entreprises japonaises. Je sais que l'ami Eric en a beaucoup à partager, donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ça fait toujours plaisir en tout cas de voir que vous êtes toujours fidèle au poste. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux pour soutenir la chaîne, et sur ce, moi je vous dis tchou bye bye et à la semaine prochaine. Yeah.